Quand la maladie nous frappe, nous cherchons un remède. Mais qu'arrive-t-il quand la maladie demeure un mystère? La présentation était très particulière et c'est ce qui a rendu le diagnostic si difficile. Il ne pouvait pas rien faire pour moi, il ne pouvait pas faire plus de recherches, il savait juste pas qu'est-ce que j'avais. Donc, on ne voyait plus encore là la lumière au bout du tunnel. Suivez les histoires bouleversantes de ces personnes atteintes de maladies tellement rares qu'elles déroutent même le corps médical. Les médecins nous ont suggéré de faire venir nos familles parce que la situation s'empirait. Quand tu vois que tu es au bout, le suicide, c'est pas une option. Mon mystère, quand la médecine n'a plus de réponse. Vancouveroise d'adoption, Yolène est une trentenaire qui mord dans la vie. Enjouée et très sociable, elle adore le jazz et se retrouver entre amis. Pour ajouter à son bonheur, l'année 2007 se termine sur une note très festive car elle apprend qu'elle est enceinte. Mais la fête sera de courte durée. Cachée dans l'ombre, une maladie attend depuis fort longtemps pour frapper. Je suis tombée enceinte, c'était complètement une surprise, complètement inattendue. Comme Yolène a 39 ans, elle reçoit un suivi de grossesse serré. J'étais déjà une grossesse à risque à cause que j'avais des problèmes d'hypertension, j'ai un souffle au cœur. J'ai aussi une thrombocytopénie, qui sont les plaquettes qui sont plus basses que la norme. Malgré quelques complications mineures, Yolène donne naissance le 7 août 2008 à une belle petite fille qu'il nomme Ella. L'accouchement s'est très bien passé. Vraiment, aucun pépin. Mais rapidement, Yolène remarque quelque chose d'étrange chez son bébé. Je jugeais que sa respiration était saccadée. Et donc, on a fait quelques tests et on m'a gardée à l'hôpital un peu plus longtemps parce que j'étais stressée par rapport à sa respiration. Mais on m'a rassuré que tout était beau. Ainsi, la petite famille quitte l'hôpital 5 jours plus tard. Ça se passe très bien. On prend une vie normale. On va prendre des cafés, prendre des marches, on profite du temps. Cependant, la respiration d'Ella ne semble pas vouloir s'améliorer et elle ne gagne pas assez de poids durant les 2 premiers mois. Je trouvais qu'elle était plus molle que d'habitude. Elle se nourrissait un petit peu moins bien. Elle avait peut-être changé un peu de couleur. Elle n'était pas vraiment jouée comme elle l'était, comme on la connaissait. À la fin octobre, près de 3 mois après la naissance d'Ella, Yolène décide de se rendre à l'hôpital. C'est là qu'on a découvert qu'Ella avait un problème au poumon, qui est un problème normal chez les enfants, qui est un virus qu'on appelle une bronchiolite. La bronchiolite est une infection virale des voies respiratoires très fréquente chez les nourrissons. D'ordinaire, elle se manifeste par une respiration rapide et sifflante, des difficultés à s'alimenter, une pâleur, de la toux et une légère fièvre. Le diagnostic de bronchiolite n'était pas quelque chose qui m'inquiétait en soi parce qu'on avait les médicaments pour la traiter. On a pris un rendez-vous pour voir 10 jours plus tard s'il y avait une progression, si le tout était revenu. Et c'est surtout parce qu'en famille, on partait pour 1 mois. Yolène et son conjoint veulent s'assurer qu'Ella sera suffisamment en bonne santé pour faire le voyage. Ils souhaitent présenter leur fille à leur famille qui sont à Winnipeg et Montréal. On a fait les rayons X et sachant qu'on quittait le lendemain, moi, j'ai insisté pour savoir s'il y avait une progression. Le technicien ne peut rien divulguer. Seul le radiologue peut analyser les tests. On dit à Yolène que celui-ci transmettra les résultats à son pédiatre aussitôt que possible. Alors moi, de mon côté, j'appelle le pédiatre, j'essaie que les deux se parlent.
Et malheureusement, il n'y a pas eu de conversation avant notre départ, donc on est parti vers Winnipeg le lendemain. Une fois rendus à destination, les craintes de Yolène se matérialisent. J'avais un message du pédiatre qui disait « S'il vous plaît, rappelez-moi, voici mon numéro de cellulaire ». Et à ce moment-là que je me suis dit que là, il se passait quelque chose. Il nous a confirmé que vraiment, il se passait quelque chose au poumon et qu'on devait donc revenir à Vancouver pour passer des tests. Ah là, je suis dévastée que c'était très important pour moi qu'elle rencontre les deux familles. Malgré tout, Yolène ne peut s'empêcher d'imaginer le pire. On savait qu'on entrait dans une période d'inquiétude déjà là, en arrivant à l'hôpital ce matin-là. Le médecin soupçonne la fibrose kystique. Comme la transpiration des gens atteints de cette maladie contient jusqu'à 5 fois la quantité normale de sel, on explique à Yolène qu'on va faire un test de sudation. Il faudra faire transpirer Ella en l'enveloppant dans plusieurs couvertures. Yolène est apeurée. Elle réalise que la situation est probablement plus grave qu'elle ne le craignait. C'est sérieux, la fibrose kystique, et donc c'était très stressant d'avoir un potentiel diagnostic. Ensuite, on passe un autre test afin de vérifier le taux d'oxygène dans le sang d'Ella. Normalement, un taux d'oxygène, c'est 96-98 % à l'air libre. Et donc, on met la machine sur le doigt d'Ella et elle est à 80-82 %. Et c'est à ce moment-là que le médecin s'est levé. Il a dit « Restez ici, je dois consulter mes collègues. » Et je les vois, moi, et c'est très animé. Puis là, je le sais. Là, je réalise que vraiment, là, c'est peut-être plus grave qu'on pensait. Là. Elle avait perdu son cri. Elle avait de la difficulté à émettre des sons. Elle était plus molle. Alors, t'as pas le temps de réagir, t'as pas le temps de réfléchir, t'es comme dans un état là, un peu second. Et les médecins reviennent et décident de nous admettre à l'urgence. Le médecin soupçonne maintenant autre chose que la fibrose kystique. Il faut agir rapidement si l'on veut sauver Ella. On sait à ce moment-là que ses poumons sont affectés, qu'il y a une progression de la maladie des poumons, mais on ne sait pas pourquoi. On fait passer une batterie de tests. Ella a eu des prises de sang. Elle en avait là, les talons tout le temps piqués presque à tous les jours. On a eu un CT scan. Elle a eu une résonance magnétique au cerveau. Là, on a fait une biopsie de sa peau. J'étais avec elle 24 heures sur 24. Après quelques jours, les médecins finissent par confirmer certaines observations chez le bébé. Elle avait un manque de tonus. Elle était molle. Elle n'était pas enjouée au niveau des muscles. Elle n'était pas aussi forte qu'elle devait être. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'hypotonie. Il y avait le retard de croissance. Donc, elle n'arrive pas au même niveau que d'autres enfants à atteindre certains objectifs de développement. De son côté, Yolène fait certains rapprochements entre les symptômes de sa fille et ses propres problèmes de santé. Parce qu'il y a des similitudes là-dedans. Moi, j'ai les plaquettes basses, j'ai des problèmes d'hypertension. Ella semblait avoir des périodes de désaturation. Moi, je me pose beaucoup de questions. Après la pause, Yolène est de plus en plus inquiète. Elle se demande si la vie de sa fille est en danger. Ella survivra-t-elle à cette mystérieuse maladie? Cela fait maintenant plus de 3 semaines que la petite Ella, âgée d'à peine 3 mois, est hospitalisée. On ne sait toujours pas de quel mal elle souffre. Yolène informe l'équipe médicale des similitudes qu'elle a remarquées au fil des jours entre sa santé et celle de sa fille. Les médecins décident alors de faire intervenir le département de génétique. On l'a examinée.
En génétique, on cherche souvent des détails physiques qui se diffèrent des parents. Et puis, on trouvait que, justement, elle était assez différente de ses parents. Donc, on a gardé ça en tête, mais on n'avait pas vraiment d'idée. À ce point-là, on s'est dit, bon, il y a quelques tests qu'on peut faire, génétiques. On a fait faire ça, mais tous les résultats étaient normaux. Comme les tests ne démontrent aucune anomalie génétique, l'état des poumons demeure la priorité. Les médecins émettent alors un nouveau diagnostic. La présentation de ces poumons était très rare. C'est pas quelque chose que les médecins avaient vu, définitivement à l'hôpital pour enfants en Colombie-Britannique. Et donc, on a caractérisé le problème de poumon comme étant de l'emphysème pulmonaire. L'emphysème pulmonaire est une maladie des alvéoles pulmonaires, ces petits sacs qui captent l'air nécessaire à notre respiration. Cette maladie affecte habituellement des adultes et est normalement causée par le tabagisme, la pollution, une infection respiratoire ou, dans de rares cas, une maladie génétique. Au bout d'un mois, l'état d'Ella se stabilise. On permet à Yolène de rentrer chez elle avec son bébé. On sort de l'hôpital le 24 novembre et bien sûr, elle a sa bonbonne d'oxygène que je dois amener partout avec elle, mais on reprend notre vie normale. Yolène remarque tout de même des signes que la maladie est encore bien présente. Je réalise qu'il y a encore des épisodes, ce qu'on caractérise là, de désaturation. La désaturation indique que le taux d'oxygène dans le sang n'est pas assez élevé. Après 2 semaines à essayer de relativiser les choses, Yolène ne dort plus. La situation se corse au point de devenir insoutenable. Les désaturations se rapprochent et, selon moi, deviennent plus sévères au point où est-ce que moi, j'ai l'impression qu'elles changent de couleur. Donc, je rappelle le pédiatre qui l'avait suivi à l'hôpital. Je lui explique c'est quoi la situation et j'exige là, qu'on retourne à l'hôpital. Début décembre, alors qu'elle n'a que 4 mois, Ella est de nouveau admise au centre hospitalier. On voit, là, avec le taux d'oxygène sur la machine, qu'elle était dans les 30 %. Les médecins se rendent compte qu'un des poumons d'Ella fait pression sur son cœur. Afin de la libérer, ils vont tenter une opération qui consiste à insérer un ballon dans le poumon du bébé. Elle est transférée aux soins intensifs. La pression au poumon diminue, ça va bien, ça fonctionne, mais à l'intérieur de 24 heures, l'effet s'estompe, ça fonctionne pas, on enlève le ballon. Ella passe son premier Noël aux soins intensifs, toujours intubée. Le niveau de stress augmente. Et la situation est différente parce que aux soins intensifs, tu peux pas passer 24 heures sur 24 avec ton enfant. Alors, je dois laisser Ella au médecin. Puis, la veille du Nouvel An, Yolène n'en peut plus. Malgré qu'elle dort comme un bébé, comme elle devrait, et qu'elle va super bien, malgré le fait qu'elle est entubée puis qu'elle a plein de tubes partout, je la réveille, malgré que l'infirmière veut pas que je la réveille, parce que c'est le 31 décembre, puis je peux pas passer. Il faut que je souhaite une bonne année à ma fille. Comme je m'approche du lit d'Ella, je réalise qu'il y a quelque chose qui va pas. Les médecins n'arrivent pas à découvrir le coupable de cette fulgurante maladie. On propose alors de pratiquer une trachéotomie à Ella dans l'espoir de faciliter sa respiration et son développement. Et ça a été une décision très difficile. La trachéotomie a été choisie parce que c'est une façon facile de donner de l'oxygène à Ella. Ça lui permet une liberté de mouvement.
Puis, des trachéotomies, les enfants grandissent avec ça. Et un jour, si la santé est assez bonne, on peut leur enlever la trachéotomie et ces jeunes-là continuent avec une vie normale. La trachéotomie est donc pratiquée le temps qu'on découvre le mal qui la ronge. Ella va bien. Elle a une trachéotomie, elle prend du poids, on est capable de la prendre dans nos bras, de jouer avec elle. On essaie de passer le plus de temps de qualité qu'on peut avec elle, sachant qu'il y a toujours des risques. Les médecins avancent alors l'hypothèse d'une infection au cytomégalovirus, aussi nommée CMV. Si c'est une infection qu'on a quand on est enceinte, il y a un gros risque pour le fœtus. C'est quelque chose qui peut causer des dommages à un seul organe ou qui peut causer des dommages partout à travers le corps. Les médecins nous ont suggéré de faire venir nos familles parce que la situation s'empirait. Yolène est en train de vivre son pire cauchemar. On en parlait à la famille, ma mère est venue et pendant la semaine, elle a été baptisée aux soins intensifs, entourée d'infirmières, de médecins et d'amis. Yolène conserve un infime espoir, mais la réalité la force à se rendre à l'évidence. Là, cette hypothèse-là là, de nous qui allaient retourner à la maison devenait de plus en plus impossible. À partir de ce moment-là, Ella est droguée avec des calmants pour qu'on puisse profiter d'elle. On a toujours eu de l'espoir. J'ai eu de l'espoir jusqu'à la fin. Ella décède à l'âge de 7 mois d'une maladie inconnue. Devant l'inconcevable, Yolène a besoin de réponses. Elle demande qu'une autopsie soit faite. Et ça a pris presque 4 mois avant que l'autopsie revienne. Et l'autopsie éliminait le CMV, le cytomégalovirus, de façon presque définitive. Et identifiait un diagnostic qu'on recommandait tester par ADN. Yolène se tourne vers une équipe de génétique américaine. Trouvera-t-on enfin la cause de la mort d'Ella? Plus tard dans l'épisode, ne manquez pas l'histoire de Lynn, qui se retrouve avec une mystérieuse maladie qui lui fait perdre l'équilibre. Malgré tous les efforts des médecins, la petite Ella décède d'une maladie inconnue. Sa mère attend avec anxiété les résultats d'un test génétique. Ella est décédée le 27 mars 2009 et le 1er octobre, j'ai eu la confirmation officielle du rapport d'ADN que c'était bel et bien thératopie nodulaire périventriculaire. L'hétérotopie nodulaire périventriculaire est une maladie très rare qui se présente comme un amas de cellules dans les ventricules de son cerveau.
C'est une maladie qui a une variabilité incroyable, c'est-à-dire qu'on peut voir dans une même famille une personne qui est affectée avec tous les symptômes et une sœur ou un frère ou même un parent qui n'a aucun symptôme, mais qui ont tous les deux exactement le même changement génétique. Cette maladie est tellement rare qu'il est difficile de savoir combien de personnes sont touchées au Canada ou dans le monde. On estime que c'est moins d'une personne sur 1 million. Les tests d'ADN démontrent aussi que Yolène et sa mère sont toutes deux porteuses de la maladie. Dans notre cas, la mutation est exactement la même entre maman Ella et moi. Ella a eu plus de problèmes que moi et maman. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont des symptômes très sévères et pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui n'ont aucun symptôme avec le même changement génétique? On ne comprend pas tout à fait encore, dans le monde de la génétique, comment ça se fait qu'il y a une telle variabilité. Les symptômes, souvent, se présentent avec l'épilepsie. Ensuite, souvent, les gens atteints peuvent avoir des problèmes cardiaques. Les poumons, ça, c'est quelque chose qui est plus récent. Certainement, dans le cas d'Ella, c'est pour ça qu'on n'avait vraiment pas pensé à cette maladie-là, parce que les poumons, c'était pas quelque chose qui était discuté avec la maladie. Comme toute maladie génétique, il n'existe aucun remède à l'hétérotopie nodulaire périventriculaire. On espère qu'un jour, on va pouvoir avoir au moins une thérapie ou un traitement quelconque pour aider les gens atteints. Après avoir vécu le traumatisme de perdre son enfant, Yolène décide de s'investir dans la cause. Elle crée le premier site d'information sur cette maladie, un site pour parents endeuillés, et elle organise des conférences mondiales entre spécialistes et patients. Le décès d'Ella a complètement bouleversé ma vie. Pour moi, c'est la pire chose qui peut arriver. Mais en même temps, Ella a une mission. Elle a un legs. Elle m'a donné une force incroyable pour pouvoir changer les choses pour d'autres. À 43 ans, Lynn est passionnée par son métier d'enseignante en soins infirmiers. Mariée et mère de 2 jeunes filles, elle adore cuisiner, décorer les gâteaux et aller promener son chien au parc. Mais voilà qu'un bon matin, quelque chose ne va pas. D'une vie lumineuse et occupée, on passe à la noirceur et l'attente. C'est une longue quête qui s'amorce pour trouver un remède avant que la vie de Lynn ne s'effondre. Je me suis levée tout bon matin, puis j'étais allée dans la douche, puis je me suis aperçue, j'entends pas de mon oreille gauche. Bizarre. Bon, je me suis dit, en sortant de la douche, donc il y a peut-être l'eau dans mon oreille, peut-être quelque chose. Lynn ne s'inquiète pas outre mesure car elle porte des appareils auditifs depuis plusieurs années. Je suis malentendante. J'ai une maladie qui s'appelle l'autosclérose. Donc, c'est une maladie dégénérative au niveau de mon audition. C'est une maladie qui est héréditaire. Ma grand-mère à moi était sourde. Je dis, voyons, pourquoi j'entends pas? Je change la batterie de mon appareil, on remet l'appareil. Lynn se rend à l'hôpital où elle a un 2e emploi. Comme elle n'entend toujours pas de son oreille, elle en profite pour voir un médecin à la fin de son quart de travail. Donc, ils ont fait des scans parce qu'au début, ils pensaient que peut-être que mon oreille, l'osselet, s'était déplacé. Mais voilà que les résultats du scan ne démontrent aucun déplacement de l'osselet. Finalement, ils ont dit que non, tout est beau. Donc, probablement que tu as juste un virus dans ton oreille. Ça avait du sens parce que
Quand je veux ausculter les patients, je dois enlever mes appareils auditifs puis mettre mon stéthoscope dans mes oreilles. Puis j'étais en stage avec des étudiants à l'urgence, donc enlève les appareils auditifs, mets tes appareils auditifs dans tes poches, remets tes appareils auditifs. Elle débute donc un traitement aux antiviraux et à la cortisone. Suite à cela, quelques jours après, j'ai recommencé à entendre. Mais là, le son, dès qu'il y avait un petit son, là, ça faisait tellement mal. Là, j'avais l'impression que quelqu'un hurlait dans mon oreille. Et j'étais comme incapable de tolérer le son. Le bruit que ça faisait, c'était vraiment très, très, très douloureux. Et ce n'est pas tout. En plus de cette douleur extrême, une étrange sensation fait son apparition. J'ai commencé à sentir une paralysie au niveau facial. Puis la douleur descendait à ma mâchoire. De plus, Lynn a l'impression qu'elle n'est pas stable physiquement. J'essayais de marcher, là, puis je me tenais sur les murs. Inquiète, elle en parle à son médecin qui l'envoie rencontrer un neurologue. Il comprenait pas trop ce qui se passait. J'avais pas d'étourdissement, mais je me sentais pas en équilibre. Lynn est mise en arrêt de travail le temps qu'elle se rétablisse. Et comme par miracle, quelques jours plus tard, la douleur et les symptômes s'estompent. Fait que là, c'était comme, OK, bon, je retourne travailler. Donc, je suis retournée finir la session au cégep. Mais j'avais de la misère. Je sentais que je n'étais pas en équilibre parfaitement. La condition physique de Lynn varie de jour en jour. Une journée, elle fonctionne sans difficulté, alors que le lendemain, elle doit se tenir sur les murs pour se déplacer. Ceci la rend extrêmement anxieuse et complètement exténuée. Elle décide donc de rendre visite à ses parents au camping. Elle espère que l'air de la campagne lui fera du bien. Puis on marche, puis c'est une rue qui monte un petit peu légèrement. Là, je réalise que j'ai de la difficulté à marcher. Mes jambes, ils ne voulaient pas avancer. Voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est comme... J'avais des boulons à mes pieds. On ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait, là. De nouveau en arrêt de travail, Lynn rencontre l'ORL de la compagnie d'assurance qui lui verse son salaire. Ils ne savaient plus qu'est-ce que j'étais capable de faire, qu'est-ce que je ne pouvais plus faire. Des journées, elle était bien. Le lendemain, elle avait des problèmes. Évidemment, puis plus le temps passait, plus ça remplirait, cette chose-là. Après la pause, Lynn perd l'usage de ses jambes et reçoit un terrible diagnostic. Avec des difficultés à marcher et un manque d'équilibre flagrant, Lynn est de nouveau en arrêt de travail. Les spécialistes cherchent ce qu'elle peut bien avoir. Mon ORL dit que j'ai rien, le neurologue, il sait pas trop, il pense pas que tout le monde se renvoyait la balle. Au bout d'un mois, l'ORL de la compagnie d'assurance annonce à Lynn qu'elle est atteinte d'une dysfonction vestibulaire gauche. Ça a été un soulagement, parce que ça expliquait un peu qu'est-ce que je vivais. Le vestibule est l'organe de l'équilibre situé dans l'oreille interne. Quand il y a une atteinte de l'une de ces deux oreilles, supposons que c'est l'oreille gauche qui est atteinte, donc le côté droit va continuer à envoyer un message de 100%, alors que le côté gauche va envoyer un message moins important. Donc il y a deux messages différents qui vont arriver au cerveau. Par ceci, le cerveau va se sentir en déséquilibre. Et c'est ce qu'on définit la dysfonction vestibulaire. Lynn doit faire de la rééducation vestibulaire. Elle rencontre donc un physiothérapeute et entreprend une série de traitements. Mais après quelques rendez-vous, elle s'aperçoit que quelque chose ne va pas. Donc, quand j'allais à un traitement, je marchais plus droite. Après, je trouvais que j'étais mieux. Mais plus la journée avançait, plus je recommençais à avoir des troubles de l'équilibre. À la lumière de ces faits, elle augmente la fréquence de ses visites.
Mais sa situation ne s'améliore pas du tout. Jusqu'à un moment donné que lui, il disait, là, je comprends plus ce qui se passe. Il dit, je suis plus capable de t'aider. C'est un coup dur pour Lynn qui avait fondé tous ses espoirs dans ce traitement. D'autant plus qu'elle voit arriver le mois de septembre et sait pertinemment qu'elle ne pourra pas retourner enseigner dans sa condition. J'avais de la difficulté à marcher, je commençais à avoir de la difficulté à me concentrer. Tu sais, tout était difficile à faire. Et comme si la maladie attendait ce moment de faiblesse, elle frappe de nouveau sans avertir. Puis un matin, je me suis levée, j'étais même plus capable de monter les escaliers. Ma jambe, il n'y avait rien à faire, j'avais de la difficulté à bouger mes bras. Je m'étais étouffée en mangeant. Donc là, c'est panique, panique totale. Qu'est-ce qui se passe? Complètement terrorisée, elle se rend à l'hôpital. Tout de suite à l'urgence, ils ont pensé que j'avais vraiment des problèmes neurologiques. Donc, ils ont pensé à la myasthénie grave. Ils se demandaient qu'est-ce qui se passait. Ils ont fait des scans, ils ont fait toutes sortes d'affaires. Comme la myasthénie grave est une maladie qui entraîne une faiblesse et une fatigue rapide des muscles, on pense immédiatement à cette maladie. Mais les résultats aux examens s'avèrent négatifs. Après 3 jours, j'ai été transférée dans le corridor sur un étage en neurologie. C'était comme, bon, enfin, on va trouver qu'est-ce qui se passe avec moi. Moi, j'aimais mieux avoir un diagnostic que de rien avoir du tout. C'était toute la question qu'on se posait. C'est quoi cette maladie-là? Lynn subit une autre batterie de tests. Tous les nouveaux examens s'avèrent négatifs. Un neurologue lui annonce alors leur nouvelle hypothèse. Puis il me dit, bon, bien, tu vas rencontrer un neuropsychiatre. J'ai fait, oh non, pas vrai. Pas vrai, parce que j'ai déjà fait une dépression majeure dans ma vie. Puis c'était, non. Ils vont pas me diagnostiquer une dépression, là. Je suis pas en dépression, je suis loin de là. Tout allait super bien dans ma vie quand tout ça a commencé. Ma carrière était numéro 1, c'est comme, non, ils ne pouvaient pas me faire ça. Malgré ses objections, elle rencontre la neuropsychiatre de l'hôpital le jour même. Lynn est anéantie par les questions qui reposent uniquement sur sa dépression précédente. Après cet entretien infernal, on signe son congé de l'hôpital et on la renvoie chez elle. Son dossier contient maintenant l'hypothèse d'une maladie neurologique dégénérative et le diagnostic d'une dépression majeure. En arrivant à la maison, j'ai tout de suite appelé mon médecin de famille. Puis là, elle a capoté parce que c'était comme, voyons donc. Puis elle me connaît et elle m'a connue durant ma dépression. Puis c'était comme, ils sont complètement à côté de la traite. Elle était comme, non, ça tient pas debout, là, ça, cette affaire-là, ça n'a aucun bon sens. Tandis que la condition de Lynn continue de se dégrader, j'étais incapable de rester debout. Là, mon mari, il me traînait dans ses bras pour monter, se coucher. Là, il dit, là, ça prend un fauteuil roulant. elle décide tout de même de ne pas se laisser abattre et tente d'apprendre à vivre avec son nouvel handicap. D'ailleurs, elle a fait toutes sortes de choses pour s'oublier cette maladie-là qu'elle avait. Tu sais, aussi bien, elle a appris à tricoter qu'à faire des gâteaux, par exemple. Puis, tu sais, tu voyais qu'elle avait de la misère, mais elle n'arrêtait pas. Je veux dire, pour elle, là, c'était une façon là, de s'évader de cette maladie-là, puis de rester et dire, moi, je veux vivre encore. 5 mois plus tard, la compagnie d'assurance qui paie son salaire exige qu'elle rencontre un nouvel ORL. Donc, ils m'ont envoyé voir un ORL qui a étudié tout mon dossier depuis le début, à savoir si j'étais apte ou pas à travailler. Après la pause, Lynn n'en peut plus. Elle prend une décision qui va bouleverser sa vie. Depuis maintenant 1 an, Lynn est victime de mystérieux maux intermittents qui l'obligent maintenant à utiliser canne, marchette et chaise roulante.
La compagnie d'assurance l'envoie rencontrer un ORL qui déterminera son statut. Non, elle n'est pas apte à travailler et elle a demandé à faire des examens plus poussés. Une longue période d'investigation débute donc pour Lynn. Du côté de l'ORL, on concentre les recherches plus précisément sur son déséquilibre physique. J'ai fait des tests qui permettent de voir si vraiment j'ai un problème au niveau de la dysfonction vestibulaire. Pendant la même période, une nouvelle neurologue débute des tests. Elle tente de savoir si Lynn ne serait pas atteinte de la sclérose en plaques ou d'une ataxie cérébelleuse. Toutes deux sont des maladies atteignant le système nerveux et pouvant provoquer des troubles de marche et d'équilibre. C'est comme, il faut qu'on trouve, il faut qu'on sache qu'est-ce qui se passe. Cette période est très intense pour Lynn, d'autant plus que les symptômes continuent de se manifester et lui rendent la vie impossible. J'arrive plus à conduire parce que je perds le contrôle de mes jambes. Donc, si on perd le contrôle de les jambes, bien, on ne peut pas conduire. Donc, je ne peux même plus sortir de la maison. Puis, au bout de quelques mois, les premiers diagnostics tombent. Du côté de l'ORL, c'est une grande déception car elle arrive aux mêmes conclusions que la dernière fois. Dysfonction complète vestibulaire côté gauche. Donc ça a été un petit peu pas mal décourageant, je dirais. Puis vient le tour de la neurologue. Elle lui annonce qu'elle a besoin d'autres tests pour l'ataxie cérébelleuse car la démarche de Lynn l'a convaincue qu'elle en est atteinte. Elle aussi, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Elle comprend pas trop. Après 2 ans d'investigation à visiter tous les hôpitaux de la ville de Montréal, à passer d'incalculables heures dans des salles d'attente, à effectuer des tonnes d'examens tous aussi exigeants et envahissants les uns que les autres, et à finalement devoir patienter pour connaître la suite des événements, les résultats reviennent encore négatifs. Autant son neurologue que son ORL doivent se rendre à la même évidence. Ils ont dit que il ne pouvaient pas rien faire pour moi, ils ne pouvaient pas faire plus de recherches, ils savaient juste pas qu'est-ce que j'avais. Fait que ça a été dur. C'est incroyable. Ça avançait pas, je dirais. Il y avait beau avoir des tests, toutes sortes d'éléments, ça avançait pas. Depuis 2 ans, la vie de Lynn se dégrade et se détériore. Même si les symptômes vont et viennent et qu'ils varient en intensité, Lynn doit prendre une décision importante. On n'a plus le choix de vendre la maison. Maison de ville, t'es tout le temps dans les escaliers. Lynn déteste la femme faible et fragile qu'elle est devenue. Comment, quand t'es rendu dépendant de tout le monde, comment tu fais pour continuer? Et un soir, complètement désespérée, Je suis partie de la maison, puis je voulais en finir. Malheureusement, quand tu vois que t'es au bout, le suicide, c'est pas une option. Mais je ne me voyais pas être un fardeau pour ma famille. Je voulais juste pas vivre comme ça. sa famille réalise qu'elle a disparu. Ils décident d'appeler la police. À la suite de ce douloureux épisode, Lynn décide d'accepter qu'elle sera handicapée pour le reste de sa vie. Ils n'ont plus le choix. Ils doivent déménager dans une maison adaptée. Peu après, ils trouvent une maison semi-détachée qui leur convient. Mes parents décident même, eux autres aussi, de vendre leur maison et d'acheter l'autre côté du semi-détaché. On est déménagé ici par rapport à elle, pour être plus près d'elle, pour être capable de la voyager, pour être plus près, effectivement, rencontrer ses besoins. Je connais pas grand-parent qui aurait déménagé pour sa fille. Alors que Lynn s'installe dans sa nouvelle maison, elle reçoit les résultats des tests neurologiques qu'elle a passés il y a plusieurs mois. Elle apprend qu'elle est atteinte d'une paraparésie spastique. Ce que j'ai compris de ce que ça voulait dire, c'est que mon système neurologique est en train de me lâcher. Donc, on dit que c'est dégénératif
il n'y a rien à faire, non. Donc les cellules nerveuses vont perdre leur fonction et même elles peuvent mourir. De là le nom, une maladie neurologique dégénérative. En effet, la paraparésie spastique dégénérative est une maladie rare qui affecte le système nerveux central. Elle se caractérise par une faiblesse musculaire très progressive atteignant les membres inférieurs. J'avais l'impression que tout partait. J'étais comme, non, là, je me rentrerai jamais plus loin. Je sais pas combien de temps il va me rester à vivre, puis je vais en profiter. Lynn décide de voyager tout l'été et de profiter de la vie avec sa famille. Donc, on a sorti tout notre fonds de pension pour s'acheter une roulotte. Moi, je peux pas prendre l'avion à cause des greffes que j'ai eues dans les oreilles. Donc, c'était, on va s'acheter une roulotte, puis on va voyager. De retour à l'automne, son audiologiste l'envoie chez un nouvel ORL parce que la baisse de son audition l'inquiète. Moi, je m'attends à rien de spécial là, de ce travail. Il va me dire, ben c'est ton autosclérose, merci, bonjour. Je rentre dans le bureau, j'attends. Donc, j'étais avec ma marchette à côté de moi, puis il vient me voir, puis il dit, pourquoi tu viens me voir? Puis je dis, ben là, mon audition abaisse trop. Puis, je donne mon audiogramme que mon audiologiste a fait, le rapport de l'ORL, etc. Il lit le test de dysfonction vestibulaire. 10 minutes après, il dit, je sais c'est quoi ton problème. Il dit, tu vas marcher. Pardon. L'ORL lui annonce qu'elle a une fistule périlymphatique dans l'oreille gauche, la même oreille qui lui cause des problèmes depuis le début. L'oreille interne, elle est formée de la cochlée et de l'organe de l'équilibre. Au niveau de la cochlée en telle quelle, il y en a deux petites fenêtres. Une fistule périlymphatique, pour résumer, c'est un écoulement de liquide de l'oreille interne à travers une de ces deux fenêtres. Ça peut être spontané. On n'a rien fait de mauvais, mais on a une ouverture qui s'est développée toute seule. Le spécialiste explique à Lynn qu'il faudra l'opérer afin de localiser puis colmater la fistule. Il lui répète qu'elle pourra marcher de nouveau comme avant. T'es sceptique de cette façon-là. Je ne vais pas se le cacher. Tu as 3 ans là, que tu as de la misère à marcher, tu es dans la chaise roulante, puis du jour au lendemain, un médecin qui vient de te voir pendant 15 minutes va te guérir ça, lui. Après des années d'enfer, Lynn est finalement opérée dans l'oreille gauche. Est-ce que la chirurgie tiendra ses promesses? Ou Lynn sera-t-elle une nouvelle fois désillusionnée? Donc, chirurgie terminée, tout va bien, je retourne à la maison. Le lendemain soir, j'ai mon petit chien sur moi, je suis en train de tricoter. Mon chien jappe pour aller dehors. Je dépose mon tricot. Première affaire que je sais, j'ai la main sur la porte. C'est comme, je viens de me lever. Je viens de marcher. Ça se peut pas. Mon chien, il jappe, c'est comme, ouvre la porte, je veux sortir. Moi, je suis là, puis je bouge pas. Parce que je viens de réaliser que je viens de me lever puis marcher. Il faut surtout pas accepter la phrase « il faut vivre avec ». Non, on a une qualité de vie à respecter. Après avoir reconstruit sa vie en se résignant à l'utilisation de la canne, de la marchette puis de la chaise roulante, après avoir changé de maison et accepté que ses parents en fassent tout autant, après avoir mis une croix sur sa carrière et sorti son fonds de pension pour profiter de la vie pendant que c'était encore possible, Lynn doit maintenant déconstruire cette vie. Il a fallu que j'apprenne à être handicapée. Puis là, j'apprends à revivre normalement. C'est dur. C'est très dur. T'as pas de bonne humeur. Pas de bonne humeur après tous ces médecins-là qui l'ont vu, qui l'ont jugé. Puis aujourd'hui, elle est guérie. Je suis choqué puis heureux, évidemment, là. Mais malgré tout, Lynn retire une nouvelle vision de la vie après ce pur cauchemar.
Ce qui est important, là, c'est moi et les personnes qui m'entourent. Tes priorités changent. Mes priorités ont changé. Mais j'ai appris à vivre maintenant. C'est beau, le futur. Oui, il faut penser au futur. Mais on sait pas ce qui nous réserve dans le futur. Il faut apprécier encore plus le moment même.